Corps à corps. Alors, le 2 avril dernier, vous le savez, le jour de la libération, le président des États-Unis, Donald Trump, rebattait les cartes de l'économie mondialisée en annonçant un retour des droits de douane. De quoi ouvrir la voie à une véritable guerre économique et raviver des tensions entre les deux continents. Mais aussi, on va le voir à l'intérieur de notre pays. Entre menaces de surtaxe et bras de fer transatlantiques, l'industrie française et européenne retient son souffle. Les négociations sont au point mort entre l'UE et les États-Unis, si bien que jeudi dernier, le 17 avril, c'est Giorgia Meloni qui s'est rendue à Washington pour tenter de relancer le dialogue commercial. Sans mandat officiel, elle n'était pourtant pas en mesure de négocier un accord, mais elle était envoyée comme un intermédiaire. En France, le climat tendu ravive les tensions entre le gouvernement et les industriels. Pour en parler, je reçois Alain Falento. Alain Falento, bonjour. Vous êtes là, Alain Falento? Est-ce que l'on vous entend? Ah, on n'a pas le son. En attendant, je vais dire bonjour à Samuel Fourfary. Vous êtes... bonjour Samuel Fourfary. Oui, bonjour. Bonjour monsieur, vous êtes professeur en géopolitique de l'énergie à l'Université libre de Bruxelles, docteur en sciences appliquées, ingénieur polytechnicien, président de la Société européenne des ingénieurs et des industriels, auteur notamment de Écologisme, un assaut contre la société occidentale, et voilà. Et plein d'autres ouvrages passionnants, dont un qui est en anglais, et je voudrais pas prendre le risque de vous imposer mon accent à couper au couteau. Et puis nous recevons également Alain Falento. Alain Falento, bonjour. Et décidément. Pas de son. On me fait signe que vous n'avez pas de son. Monsieur Falento. Alors, le temps que vous récupériez votre son, je vais commencer avec monsieur Fourfary. Est-ce qu'on peut revenir déjà, dans un premier temps, sur les négociations donc, entre l'Union européenne et les États-Unis, qui sont au point mort, et la visite de Meloni, quels sont les enjeux, Samuel Fourfary? Monsieur Trump, il faut dire tout simplement que Monsieur Trump ne supporte pas la Commission européenne et l'Union européenne. Pour lui, c'est un monstre bureaucratique, et donc il ne veut pas négocier avec l'Union européenne. C'est sa vision des choses. Vous savez qu'il veut éliminer toutes les bureaucraties. Et forcément, pour lui, Bruxelles et Strasbourg, c'est la bureaucratie. Et donc, il ne veut pas parler avec ces gens-là. Par contre, la politique commerciale, elle n'appartient plus aux États membres. Elle appartient à l'Union européenne, à la Commission européenne notamment. Et donc, c'est la Commission européenne qui doit être l'interlocuteur de M. Trump. Tant et si bien que lundi dernier, c'est le commissaire au commerce extérieur, M. Maroš Šefčovič, un Slovaque, qui est allé à Washington. Pour la troisième fois. Il est allé avec son équipe négocier, mais il est revenu bredouille parce qu'aux États-Unis, on ne peut pas négocier avec la Commission européenne. Et donc, Madame Meloni est allée là en essayant de faire comprendre que, ben oui, forcément, on peut ne pas apprécier la Commission européenne, mais les règles sont les règles. C'est elle qui doit négocier avec Washington. Et donc, elle est revenue avec un petit espoir que M. Trump va venir à Rome. Et en étant à Rome, il va peut-être rencontrer, entre guillemets, d'autres Européens. Mais ce n'est pas les d'autres Européens qui comptent, c'est la Commission européenne. Oui. Et là, je ne sais pas ce qui va se passer, parce que si M. Trump continue à dire qu'il ne veut pas rencontrer Mme von der Leyen, on est bloqué. Et parce que, nous, on a des règles institutionnelles, et donc on va devoir prendre patience pour que M. Trump ou quelqu'un d'autre, peut-être M. Vance, accepte de rencontrer Mme von der Leyen pour négocier sur ces questions. D'ailleurs, Olof Gilles, le porte-parole de la Commission européenne, a déclaré au lendemain donc, de cette visite du commissaire européen au commerce, qui est la troisième depuis début 2025 et qui se perpétue en échec, avait déclaré donc nous avons besoin d'un niveau supplémentaire d'engagement de leur part si l'on veut avancer. On a récupéré le son d'Alain Falento. Bonjour Alain Falento.
Bonjour, est-ce que vous m'entendez? C'est bon, on vous entend, vous êtes bien avec nous. Alors, est-ce que D'accord. vous avez une réaction, vous? Pourquoi ça piétine? Pourquoi Mélanie? Hein, quelle est sa position? Qu'est-ce qu'elle a plaidé Alors, devant Trump? je pense que ça piétine parce que tout simplement, les États-Unis n'ont pas envie de négocier quoi que ce soit. D'abord parce qu'ils n'ont rien à nous offrir. Ils ne produisent plus rien que nous puissions importer, en fait. C'est bien ça le problème majeur. C'est qu'ils se plaignent que nous leur exportions des voitures en masse, et que nous refusons d'importer les voitures américaines. Mais le problème, c'est que les voitures américaines, par exemple, ne correspondent pas aux besoins des Européens. Elles sont trop grosses, et les moteurs consomment trop. Donc, en fait, les États-Unis n'ont plus rien à nous offrir. Donc, afin disons, de rectifier les déséquilibres commerciaux, ils vont probablement nous tordre le bras en nous forçant à acheter du gaz et du soja. Mais je pense qu'en Mm. fait, derrière cette attaque des États-Unis envers l'Union européenne, il y a autre chose. Je pense qu'ils ont comme intention de nous forcer à signer le traité transatlantique. C'est le retour en force du TAFTA. D'accord? Mais simplement, ils ne vont Mhm. pas nous laisser 10 ans pour le signer. Ils vont nous forcer à le signer en quelques années. Et donc, ce sera la vassalisation intégrale de l'Union européenne parce ils vont bien évidemment nous imposer leurs normes. Voilà, et ce sera terminé pour nous. Nous n'aurons plus la main sur rien. Nous allons devoir supporter un système pour lequel nous ne sommes pas préparés, à savoir des tribunaux d'arbitrage, par exemple, des sociétés qui peuvent attaquer l'État pour un oui, pour un non, et la fin du principe de précaution, par exemple, en matière de santé publique, en matière alimentaire. On verra se déverser des produits agricoles contre lesquels nous ne pourrons rien faire. Alors, pourtant, Giorgia Meloni s'était dit qu'il y aurait bien sûr un accord hein, sur une zone de libre-échange. Trump également s'était déclaré bien sûr de lui. Ils avaient l'air assez optimistes. Samuel Fourfari, est-ce que vous partagez cet avis? Oui, moi je crois que finalement il va y avoir un accord. Il y a, il y a pas de raison qu'il n'y ait pas de négociations qui se mettent en place. Euh, c'est comme toujours la même chose avec une négociation et pas seulement avec Trump. Dans une négociation, on tend les muscles, on se montre le plus fort, l'intransigeant, mais puis on en arrive à discuter et à se parler. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas encore parler. Et donc, on va finir par se mettre à l'entour d'une table et on finira bien par trouver une solution. Que ce soit l'importation du gaz ou du soya ou autre chose, on trouvera une solution. Le monde fonctionne comme ça. C'est ce qui se passe aussi avec l'Ukraine et la Russie. Quoi. Bon, pour l'instant, Zelensky dit pas question, pas question, pas question, mais bon, un jour ou l'autre, on va se mettre autour d'une table et on négociera. Mais alors, C'est le propre de toutes les négociations. Mais puisque Trump refuse de négocier avec Ursula von der Leyen, on comprend pas trop ce qui se passe, si ça se joue à échelle de l'Europe, à échelle des pays. Mais Madame von der Leyen peut très bien se mettre sur le côté, pourquoi pas, et que ça soit quelqu'un d'autre au nom de l'Union européenne qui le fasse, au nom de la Commission européenne. Ça peut être quelqu'un d'autre de la Commission européenne. Ce n'est pas écrit dans les astres que ça doit être Madame von der Leyen qui négocie. Et donc c'est peut-être une humiliation pour elle, mais ce qui compte, c'est l'avenir de l'Europe, et non pas qui va négocier, qui va passer devant la caméra de télévision. Donc je crois qu'un peu de bonne intelligence de chaque côté, ça peut conduire à des résultats. Monsieur Šefčovič a fait le nécessaire pour aller négocier, il n'a pas eu du gain de cause, mais peut-être qu'il finira par avoir un gain de cause qui va avec Madame Meloni ou avec Monsieur Wissel ou qui d'autre. Quand dans une négociation, on en arrive toujours à vouloir trouver une solution. Sauf vraiment à penser, ben ça je ne crois pas, qu'on va tout casser et se séparer. Non, il y a beaucoup trop de liens entre l'Amérique et l'Europe que pour dire qu'on arrête tout. C'est pas vrai. Oui, mais même, vous parliez d'une éventualité où Giorgia Meloni pourrait avoir ce rôle de négociation. Est-ce que les autres pays de l'Europe vont accepter hein? Même nous, notre ministre de l'Industrie, il craignait, a-t-il dit, que Giorgia Meloni ne fasse cavalier seul. C'est ça le problème de l'Europe. Il y a des jalousies partout. Chacun se pense qu'il est plus grand que l'autre, et notamment en France. Et donc on en arrive toujours à se dire ah mais non, ben, pas elle ou pas lui. Madame Meloni a fait tout simplement ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire qu'il fallait rompre la glace
parlé avec M. Trump. Et comme elle était appréciée par lui, évidemment, elle qui a été. On n'allait pas envoyer quelqu'un qui est détesté par Trump, évidemment. Et donc, c'est comme ça. Quand on essaye de faire une négociation, on trouve toujours des middlemen, ici, donc, une middlewoman, pour essayer d'arrondir les angles. C'est tout simplement de la bonne procédure, de la bonne entente dans les négociations. Et il faut dire que Mme Meloni est fort appréciée partout. Pas seulement en Italie, évidemment, l'opposition est là, elle est noire de colère, tellement elle est fâchée que Mme Meloni est reçue à Washington. Mais finalement, c'est un succès non seulement pour elle, mais pour l'Europe. On commence à parler. C'est ce qu'il fallait faire. Comment ça, un succès pour l'Europe? Est-ce que justement, au contraire, on pourrait pas voir dans ces tensions quelque chose qui risque d'exacerber en fait finalement les problématiques de l'Union européenne et justement un petit peu peut-être le début de la fin, Alain Falento? Bah oui, déjà, pour revenir sur la méthode américaine. Je vous redonne la parole après, c'est mieux. Pour revenir sur la méthode américaine, c'est pas nouveau. Il y a exactement à peu près 170 ans, afin de forcer les Japonais à s'ouvrir commercialement, les États-Unis envoyaient le Commodore Perry avec 10 canonnières dans la baie de Tokyo, en les menaçant de les raser. Et bien là, aujourd'hui, nous avons le Commodore Trump. Il a payé ses canonnières, ce sont les droits de douane. Voilà. Donc rien n'a changé dans leur méthode, dans leur façon de faire, en fait. Alors, concernant l'Union européenne, eh bien, c'est ce qu'on répète à plus soif depuis les années, c'est qu'on voit qu'il n'y a pas d'intérêt européen. Voilà. Il n'y a pas d'intérêt européen, ce n'est qu'une somme vectorielle d'intérêts divergents. Donc là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'Allemagne, parce qu'en fait, cet excédent commercial, c'est pas nous, on n'est pas concernés par ça. On n'a pas d'excédent commercial avec les États-Unis. C'est majoritairement l'Allemagne, l'Italie et un peu la Suède. Donc en fait, nous n'avons aucun intérêt à rentrer dans une guerre commerciale avec les États-Unis, qui d'ailleurs ne nous concerne pas. Mais pour défendre leur industrie automobile, les Allemands ont compris qu'il fallait placer ce problème au niveau européen. Quand il s'agit de défendre leurs intérêts, ils se sentent très européens. D'accord? Donc en fait, et j'ai bien peur, quand je vois Mme Meloni là-bas, j'ai bien peur que tout ceci se traduise par le sacrifice de l'agriculture française, par exemple. De l'agriculture française. Et pour rester sur l'industrie, d'ailleurs, la semaine dernière, donc, plusieurs grands patrons ont pris le contre-pied du président Emmanuel Macron, qui avait demandé aux entreprises de suspendre leurs investissements aux États-Unis. Bernard Arnault également a mené la charge jeudi contre l'Union européenne et les bureaucrates de Bruxelles lors de l'AG du groupe LVMH. Je vous propose de l'écouter. Je vous propose d'écouter tout de suite. Voilà. Bon, elle n'est pas dirigée par un pouvoir politique, mais par un pouvoir bureaucratique qui passe son temps à éditer des réglementations qui s'imposent malheureusement à tous les États membres et qui d'ailleurs quelquefois, comme la France, en rajoute au passage pour compliquer encore la réglementation et qui pénalise beaucoup nos secteurs d'activité. Voilà, donc si les industriels s'y mettent et commencent à faire pression sur le gouvernement, est-ce qu'on n'aurait pas une double pression sur l'Union européenne à nouveau? C'est moi ou bien l'autre? Oui, c'est Samuel Fourfari, très bien, pour commencer. Oui. Et puis alors, moi, j'ai été très heureux d'entendre M. Arnault, parce qu'il a dit des choses très sensées et que j'attendais depuis longtemps. Donc, c'est très bien pour moi. Mais il faut nuancer. C'est facile de dire les bureaucrates de Bruxelles, mais la Commission n'a aucun pouvoir législatif. Le pouvoir législatif, il est partagé entre le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne. Non pas le Conseil européen, mais le Conseil de l'Union européenne. Donc ce sont les ministres, y compris les ministres français, y compris les députés français, qui décident. Et donc, il ne faut pas simplement critiquer les bureaucrates de Bruxelles, il faut critiquer les 27 chefs d'État ou de gouvernement, tous les parlementaires qui votent ces lois. Parce que ce n'est pas la Commission. La Commission, elle a le pouvoir exécutif pour mettre en œuvre ce qui a été décidé. C'est vrai qu'elle tient la plume de la directive, mais la directive est complètement chamboulée, transformée dans toutes les discussions au Parlement européen et au Conseil.
Et la plume, elle la tient parce que le Parlement européen lui demande par résolution, ou bien le Conseil européen lui demande par injonction de réaliser certaines politiques. Et donc, moi, je dirais que tout le monde est coupable. Monsieur Arnaud a raison, mais tout le monde est coupable dans cette histoire, et pas seulement Bruxelles ou Strasbourg. Ouais, mais alors, est-ce que la France est coupable d'être dans l'Union européenne, peut-être même, puisqu'il y a quand même des normes, énormément de normes qui sont imposées par l'Union européenne, et donc justement les industriels se plaignent énormément. On a Nicolas Hieronymus qui disait en février, notre industrie fait l'objet d'une multitude de réglementations qui sont handicapantes et qui peuvent le devenir de plus en plus. Bon, il y a vraiment un... Oui, mais si vous avez bien écouté monsieur Arnaud, il a dit qu'en effet, ce que vous venez de dire, mais il a dit que la France en rajoute toujours. Ouais. Parce que, en fait, on fonctionne par directive, c'est-à-dire qu'on fixe des grandes lignes, tatillonne, bureaucrate, vous avez raison, mais ensuite, les États membres doivent transposer la directive, et en transposant la directive, ils en rajoutent. Et donc, tout le monde est coupable, je insiste, tout le monde est coupable de cette catastrophe que nous avons créée collectivement. Nous sommes dans une situation terrible, inexplicable, à cause du système européen où tout le monde est d'accord avec la destruction de notre économie. À partir du moment où on est convaincu qu'il faut faire de la décroissance, parce que finalement c'est ça, même votre ministre de l'Industrie avait dit, après tout les industriels, ils doivent accepter de gagner moins d'argent et même de perdre de l'argent, ben forcément, on est dans une situation catastrophique. Et je voudrais insister que ça n'a rien à voir avec M. Trump, parce que c'est trop facile de renvoyer la balle à M. Trump. M. Draghi a publié son rapport au mois de septembre, donc un mois avant l'élection de M. Trump, où il disait que nous sommes dans une catastrophe économique, parce que nous n'avons plus de compétitivité, notamment et principalement à cause du prix de l'énergie. Qui a fixé le prix de l'énergie en Europe? Ben, ce sont les 27 États membres, bien entendu. Justement, c'est là qu'on voit à quel point l'Europe nous empêche, en fait, finalement, d'avoir de la compétitivité. Alain Falento. Bien sûr. Peut-être. Si vous voulez, la Commission, on ne peut pas oublier que la Commission européenne a le monopole de l'initiative normative. C'est-à-dire, c'est elle qui décide qu'est-ce qui sera discuté au Parlement. Donc, le Parlement européen n'a de parlement que le nom. D'accord, c'est un parlement croupion qui n'a aucun pouvoir et qui, de toute façon, est soumis à des lobbies épouvantables. Donc, c'est pas la France qui a décidé le reporting extra-financier qui coûte une fortune aux entreprises. C'est pas la France qui a décidé le pacte vert. D'accord. Oui. Donc, tout ça vient d'une bande de Shadok à la Commission européenne qui ont disjoncté il y a une dizaine d'années, je dirais. Alors, vous avez raison, monsieur. En ce qui concerne l'énergie, c'était un îlot de rationalité. On a une très mauvaise qui s'est maintenu pendant des décennies au sein de l'Union européenne et qui a disparu il y a... Oui, je sais. Vous m'entendez? Oui. Par intermittence. Bon, je disais que il y avait un îlot de rationalité concernant l'énergie au sein de la Commission européenne jusqu'à il y a une dizaine d'années, jusqu'à Mme von der Leyen et jusqu'à ce que Mme Merkel vienne disjoncte sur le nucléaire. Mais maintenant, nous subissons la folie des écologistes allemands. Voilà, et des écologistes français aussi. Oui, mais c'est pas eux. Le Parlement est tenu par la folie allemande. Oui, voilà. Je voudrais appuyer et nuancer. Appuyer parce que c'est tout à fait correct. Et d'ailleurs, j'ai écrit un livre qui s'appelle Énergie, mensonges d'État, où j'explique justement tous ces mensonges que vous dénoncez, parce que c'est terrible. Et la date précise, que vous aviez dit une dizaine d'années, la date précise, c'est 2016. Pourquoi 2016? Parce que c'est la mise en œuvre de l'accord de Paris de 2015. C'est à partir de ce moment-là. C'est pas vraiment Mme von der Leyen. Elle a amplifié le système. Mais c'est l'accord de Paris qui a tout détruit. Mais qui décide tout ça? Bien entendu, ce sont les États membres et la France en tête. Je vous rappelle que l'accord de Paris a été réussi grâce à la France. C'est la France qui a tout fait pour mettre en œuvre l'accord de Paris, pour qu'il y ait vraiment cet accord international, la fierté française, l'accord de Paris, qui va rester dans les annales historiques. Donc c'est la France, c'est M. Hollande qui a fait tout cela. Oui, c'est pas Mme von der Leyen. Oui, mais c'est vrai que von der Leyen a amplifié le système. Et vous avez raison, en fait, ce sont les écologistes allemands qui ont convaincu M. Hollande, l'Energiewende allemande,
a été transposé en France par les Verts et M. Hollande, qui ont achevé la destruction de l'Union européenne. Oui, mais parce que ça fait des années que les gouvernements successifs trahissent en fait finalement le pays. Mais alors c'est quoi la solution du coup? Comment est-ce qu'on fait là pour sauver l'industrie française? Il faut revenir à ce qu'on faisait avant l'accord de Paris. Parce que finalement, M. Draghi, dans son rapport, le dit clairement, il dit « Nous avons un problème énorme de prix de l'énergie. M. Trump n'a rien à voir là-dedans. C'est le prix de l'énergie que nous avons en Europe. M. Poutine n'a rien à voir là-dedans. Le prix de l'énergie a commencé à augmenter dès 2010 lorsqu'on a obligé la production d'énergie renouvelable. Et tout cela nous a conduit à avoir des prix du gaz qui sont 3 fois supérieurs à ceux de l'Allemagne, des prix de l'électricité qui sont, des États-Unis, 2 fois supérieurs aux prix de l'électricité aux États-Unis ou bien ailleurs, au Japon, etc. Et nous sommes dans une catastrophe. Quand on dit que tout va mal, c'est parce que le prix de l'énergie va mal partout. Mais ça, c'est l'Europe qui nous impose les tarifs de l'énergie. Que ce soit le tourisme, la santé, tout dépend de l'énergie. Et donc, quand vous avez une énergie extrêmement chère, il n'y a plus rien qui va, et notre compétitivité, elle est au ras des pâquerettes. Et donc, l'histoire de Trump ou bien des taxes, c'est secondaire par rapport au prix de l'énergie. Le vrai problème, la vraie catastrophe, c'est le prix de l'énergie en Europe. Et ailleurs, où on n'applique pas l'accord de Paris, l'accord de M. Hollande, lorsqu'on n'applique pas l'accord de M. Hollande ailleurs, ça fonctionne, tout se développe. Il y a de la croissance, il y a du développement économique. Chez nous, on applique l'accord de M. Hollande et de M. Fabius et on est en panne. Alain Falento, est-ce que vous avez une réponse? C'est vrai, il faut quand même se convaincre que dans le reste du monde, personne n'a rien à faire de la décarbonation. D'accord? Exact. Personne n'en parle, personne n'en a rien à faire. Bien sûr. Voilà. Exact. Et si vous voulez, en Europe, vous avez une vision bucolique de l'industrie avec des usines du numérique, des usines sans ouvriers. Mais quand même, il faut revenir aux bases de la physique, de la science, quoi. Je veux dire, une usine, c'est des forces, quoi. C'est vous transportez des poids, vous avez des laminoirs, donc c'est des forces qui travaillent, c'est des newton-mètres. Des newton-mètres, c'est des joules. Vous pouvez appeler ça des kilowattheures si ça vous fait plaisir, mais il faut revenir à ça. Donc nous avons besoin de joules pas chers et abondants. Voilà, ça c'est la base, il faut essayer de s'en convaincre. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y avait un traité qui s'appelait Euratom, qui avait été signé dans les années 50. Que je sache, ce traité est toujours en vigueur. Il prévoit l'organisation. Il prévoit Euratom, l'organisation et l'obligation même de produire de l'énergie nucléaire pour l'Union européenne. Et je ne comprends pas comment on a pu s'asseoir sur ce traité-là sans rien dire, en laissant les Allemands faire ce qu'ils voulaient. Ouais. Oui, et l'accord date de 1957 et vous avez raison de dire que c'est les Allemands qui ont tout bloqué avec leur Energiewende. D'ailleurs, dans la nouvelle coalition qui se met en place, l'accord énergétique ne mentionne pas le nucléaire. Donc, il n'est toujours pas question de revenir sur le nucléaire et donc ils vont continuer à bloquer à Bruxelles et Strasbourg le nucléaire. Excusez-moi, mais les idiots français qui ont suivi l'Energiewende, on voit les conséquences aujourd'hui. Le nucléaire se développe partout dans le monde avec des industriels chinois, russes, canadiens, coréens et américains, et la France reste en panne. Qui va acheter des réacteurs français lorsque M. Hollande est venu dire non, mais on n'a pas besoin de nucléaire? Ben forcément, on a perdu notre crédibilité. Et donc voilà, de nouveau, il y a eu 2 graves erreurs en Europe, celle que vous venez de dire, la décarbonation et l'arrêt du nucléaire. Et avec ça, on a une catastrophe économique qui va nous continuer à nous enfoncer. Il n'y a qu'une solution, hein. Il n'y a pas 36 solutions. On peut continuer à parler, mais il n'y a que 2 solutions. Abandonner la décarbonation et revenir en force au nucléaire. Et ça, est-ce qu'on peut le faire avec l'Europe? Ouais, c'est la question. Est-ce qu'on peut le faire, ça, en restant dans l'Europe? Oui, on peut faire ça, bien entendu. Il n'y a personne qui a interdit de faire ça. Comme on a interdit et comme on a obligé la décarbonation, on peut très bien dire maintenant on arrête. L'accord de Paris, c'est pas la loi des Perses. Hein. Trump est bien sorti de l'accord de Paris. Pourquoi on ne sortirait pas, nous, de l'accord de Paris? Mais c'est et à ce moment-là, on repart comme on était avant. J'ai bien aimé la phrase de mon collègue. On ne fait pas du corps à corps parce qu'on est quand même d'accord sur tout pratiquement.
le fondement de l'Union européenne a été établi en 1955 lors de la conférence de Messine qui disait, retenez ces mots, il n'y aura pas d'avenir sans énergie abondante et bon marché. Et aujourd'hui, c'est la même chose, il n'y a pas d'avenir sans énergie abondante et bon marché. Oui, mais Et tant bien qu'on sûr, ne mais, revient pas à ce fondement qui a été abandonné en 2016 à cause de l'accord de Paris, on ne s'en sortira pas. mais justement, tout Je ça, peux ça vient donner des un normes de exemple Bruxelles à chaque fois. Oui, mais Bruxelles, c'est les États membres. Il faut cesser de penser que Bruxelles, c'est les bureaucrates. Bruxelles, ce sont les États membres Oui, qui mais décident. au final, on voit bien que l'UE n'est pas capable de négocier, que de toute manière, les intérêts sont divergents. Donc finalement, on voit d'un côté, il y a la pression qui vient des États-Unis, de l'autre, des distensions déjà internes au sein des pays. Voilà, on a Vous, l'impression quand même de quelque chose qui se fissure. vous avez raison, mais c'était déjà comme ça avant 2016. Il n'y a rien de changé sur ce côté-là. Et avant 2016, ça fonctionnait. C'est à partir de 2016 on a dit maintenant on fait de la décarbonation. Et non seulement on fait de la décarbonation, mais le monde entier va nous suivre. Évidemment, Alain le monde Falento, entier est en train de rigoler de ce qu'on est en train de faire. Ils sont en train de se détruire et nous, on tire les marrons du feu. Je voudrais donner juste un exemple qui est sorti hier. Hier, oui. l'entreprise française, Mm. un fleuron de l'entreprise française, Total Energy, a annoncé qu'elle allait arrêter son cracker dans le port d'Anvers. À Anvers, Total est là depuis toujours, et ils ont un cracker. Un cracker, c'est le centre, le cœur de l'industrie chimique ou Oui. pétrochimique. Sans ça, il n'y a rien qui marche. Eh bien, ils vont arrêter leur cracker. Parce que il est impossible de le faire fonctionner. C'est hors compétition. Aux États-Unis, ils ont du gaz de schiste, et donc c'est beaucoup moins cher. Et donc les acheteurs d'éthane vont acheter aux États-Unis. Et nous, on arrête un cracker. Le cœur de la pétrochimie européenne à Anvers. Anvers est le deuxième pôle pétrochimique au monde, après Houston. Et nous, on arrête. Ben voilà, écoutez, tant qu'on ne dira pas qu'il faut arrêter la décarbonation et revenir au nucléaire, on ne Oui, non, mais sortira d'accord, pas. mais la décarbonation ne peut pas tout régler. Alain Falento, vous aviez une réaction, je crois. Et que l'Allemagne, à travers l'Union européenne, va nous entraîner de folie en folie. Après la folie éolienne, maintenant, ils se rendent compte qu'ils produisent parfois trop d'électricité dite propre. Eh bien, la prochaine folie allemande, ce sera la folie hydrogène. Vous verrez, par électrolyse. Ils vont nous faire croire que c'est l'avenir. On va sombrer dans une nouvelle folie. On va produire de l'hydrogène à un prix, je ne sais pas, peut-être bien 3-4 fois plus cher que ce que ça devrait être, avec d'ailleurs des catalyseurs qui ne sont même pas européens. Je crois il n'y a que la Corée du Sud et la Chine qui produisent ça. Et donc, si en restant dans cette Union européenne, en restant sous le joug de la Commission, on va subir la folie des Allemands pendant des décennies, parce qu'ils ne permettront jamais que nous récupérions notre énergie nucléaire et que nous en usions comme ça nous fait plaisir. Mais voilà, c'est ça le problème. On a une dernière question pour vous, J'avais Merwan. une petite question pour vous deux, messieurs. En se fâchant avec notre allié historique des Européens, les États-Unis, en pénalisant l'énergie française, mais aussi l'industrie allemande, quelle est l'issue finalement pour cette Union européenne ? Nous avons besoin d'une Union européenne. La France ne représente rien dans le monde. Telle qu'elle Et est. l'Italie non plus. Nous avons besoin d'une Union européenne. Mais nous avons besoin d'une Union européenne compétitive qui court vers la croissance. Et c'est ça qui est en panne en Europe. Mais donc il faudrait on a arrêté sacrifier la l'industrie croissance française. à cause des écologistes allemands et des Français qui ont suivi. Parce que si l'Allemagne et la France, ou la France et l'Italie et l'Espagne se mettaient d'accord, on peut arrêter, mais la France a toujours suivi la politique allemande. La France a toujours suivi la politique allemande. Encore maintenant. Et donc, voilà, je répète, c'est de la faute des États membres. Les États membres ont le droit de dire non. Mais l'industrie allemande a été aussi pénalisée, on le voit au niveau énergétique, avec sa transition énergétique, elle a été pénalisée par l'Europe. Mais l'industrie allemande est en train de fuir. Vous savez, toute la chimie allemande va disparaître
elle va s'installer ailleurs. BASF va s'installer ailleurs. Et si vous... Le capital va partir ailleurs. Et donc l'Allemagne s'enfonce, bien entendu. L'Allemagne va avoir une catastrophe comme en 1945. Mais ils seront fiers d'avoir été les écolos de l'Europe. Ça signifie la fin de l'Europe? Ben non, parce qu'il y aura un rebond. Il y aura toujours un rebond. On ne s'enfonce pas toujours. Hein. À un certain moment, on se rend compte qu'on a fait une bêtise, on va s'en sortir. Donc, moi, je suis plutôt optimiste, mais ça va prendre du temps et il faut avoir le courage de dire on s'est trompé. Tant qu'on ne dit pas qu'on s'est trompé, on va continuer. Et je voudrais revenir sur ce que monsieur disait avec l'hydrogène. Moi, j'ai travaillé toute ma vie dans l'hydrogène aussi. Et ce sera le mot de la fin, monsieur Fourfari. Oui, et donc les Allemands sont fous avec l'hydrogène, mais de nouveau, cette politique a été suivie par les États membres. Tous les États membres sont en faveur de l'hydrogène. Il n'y a pas que l'Allemagne. Et la France aussi. Alain Vous vous Falento. souvenez des avions Airbus à l'hydrogène? C'est la France, c'est pas l'Allemagne, ça. Hein. Alain Falento, est-ce que vous avez une réponse à apporter pour un mot de la fin également? Rapidement, la France ne pèse rien, mais bon, vous avez la Suisse qui défend ses intérêts, la Corée du Sud qui défend ses intérêts, le Japon qui défend ses intérêts. Je vois pas pourquoi nous, avec 70 millions de personnes, on pourrait pas défendre les nôtres. Et j'espère de tout cœur que ça permettra de faire exploser l'Union européenne. Eh voilà. bien, ouais, ce sera le mot de la fin. Eh bien oui, voilà, ce sera un très très bon mot de la fin. Merci à vous deux, merci Samuel Fourfari, merci Alain Falento. Chers amis, n'oubliez pas de vous abonner à la Gazette du Tocsin sur tocsin-media.fr/gazette. Vous savez, tous les jours, Valentin vous écrit dans votre boîte mail, vous recevez le meilleur de la matinale. C'est un courriel, donc impossible à censurer par le système. C'est condensé, c'est fait pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui préfèrent lire, tout simplement. C'est aussi une version courriel qui peut être partagée. C'est spécialement conçu pour être transféré en un clic. Bref, c'est la version efficace pour pouvoir diffuser au mieux nos idées et les véritables informations. Pour recevoir gratuitement la Gazette tous les soirs, inscrivez-vous donc tout de suite sur tocsin-media.fr/gazette, tocsin-media.fr/gazette. À bientôt.